Rappelez-vous de l'histoire de l'an dernier, quand nous étions masqués pour la première fois. J'avais eu le plaisir d'accueillir Christian Pertuis qui était venu nous parler du climat qui change. Et nous étions alors en pleine pandémie, les émissions de CO2 s'étaient effondrées et on se prenait à rêver d'un monde qui change avec moins d'émissions, plus de localisation, moins de globalisation. Et puis cette année, on ne parle que de relance, de reprise, de fin du quoi qu'il en coûte. C'est l'effet rebond, c'est un monde d'après qui ressemble furieusement au monde d'avant, et ça c'est très mauvais pour le climat. Alors cette année, au rendez-vous de l'histoire, c'est bien qu'on parle de climat, même si c'est dans une petite salle. Et pour nous en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Valérie Masson-Delmotte, qui est physicienne, qui est chercheuse en sciences du climat au CEA et à l'université Paris-Saclay, spécialiste de paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude du climat d'autrefois qui nous permet de mieux comprendre le climat d'aujourd'hui. Et Valérie Masson-Delmotte, vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat. C'est un groupe d'experts qui a été créé en 2018 dans la foulée de la crise des Gilets jaunes et qui est chargé de surveiller l'État à sa propre demande, surveiller l'État dans la mise en œuvre de sa politique climatique. Et le HCC est bien connu pour ne pas faire dans la langue de bois. Et c'est un peu le caillou dans la chaussure. Voilà, entre les rendez-vous de l'histoire de l'an dernier et ceux d'aujourd'hui, beaucoup d'événements se sont produits sur le front du climat. Il y a eu des chocs mortels, cet été, les sécheresses et les incendies dans l'Ouest américain, dont les inondations en Europe. Il y a eu aussi en France la loi climat et des propositions de la Convention citoyenne. Il y a eu une négociation climatique internationale qui a été perturbée par le Covid et reportée, c'est la COP26 qui s'ouvre dans 2 semaines à Glasgow. Et puis, il y a aussi le 6e rapport d'évaluation du GIEC, dont le premier volume consacré aux bases scientifiques du changement climatique est paru en août dernier, et dont Valérie Masson-Delmotte, vous avez assuré la codirection. Alors, ça va être très important, mais pour rappel, le GIEC, c'est le groupe international d'experts sur le climat qui a été mandaté par les Nations Unies en 1990. Et son groupe 1 est chargé de la science du climat, de nous expliquer les bases du changement climatique. À côté de votre groupe 1, et pour rappel également, il y a un groupe 2 qui est chargé de la question des impacts et de l'adaptation au changement climatique. Et son rapport, dans le cadre de cette 6e évaluation, va paraître en février prochain. Et il y a enfin un groupe 3 qui est chargé d'évaluer les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Groupe 3, dont le rapport est attendu en mars 2022. Donc c'est un peu cette trilogie et donc, que vous avez ouverte, qui était ouverte en août dernier avec le rapport du groupe 1. Alors peut-être pour commencer, Valérie Masson-Delmotte, vous pouvez nous dire ce que nous raconte ce dernier rapport dont vous avez assuré la direction, qu'est-ce qu'il nous redit, qu'est-ce qu'il nous répète, et qu'est-ce qu'il nous dit de nouveau par rapport au précédent, un précédent qui était publié en 2013. Merci beaucoup. D'abord, c'est un plaisir d'être là. Et tout à l'heure, on se posait la question de garder ou d'enlever nos masques. Je voudrais juste savoir, est-ce que certains d'entre vous, une seule personne suffit, ont une objection à ce qu'on enlève nos masques? Si une seule personne a une objection, on le garde sans aucune difficulté. Vous êtes d'accord pour l'enlève? D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, merci de cette opportunité de partager avec vous le travail qui a été fait par les scientifiques du groupe 1 du GIEC. Donc j'explique la façon dont ça fonctionne. On écoute d'abord les besoins qui sont exprimés par les représentants de tous les pays. Quel type d'informations sur le fonctionnement du climat, sur l'évolution du climat nous est demandé. Bien sûr, ce qui est ressorti, c'est un besoin d'information à l'échelle régionale dans chaque région du monde, une information pour les prochaines décennies, mais aussi à l'échelle de plusieurs siècles. C'est ressorti de nombreux pays, en particulier les petits États insulaires, pour qui il y a des questions en fait d'habitabilité qui se posent à moyen et long terme. La deuxième chose, c'est quelles sont les avancées scientifiques. Parce que nos rapports s'appuient sur les connaissances déjà
récupérer des connaissances en physique du climat, c'est de la physique, de la chimie, de la biologie essentiellement, pour construire ce rapport. Et ensuite, on a, je précise, parce que c'est des centaines de chercheurs du monde entier qui contribuent à rédiger, donc 234 auteurs principaux, dont 12 français. C'est des centaines de contributeurs qui vont apporter des éléments complémentaires et des milliers de relecteurs en 3 étapes. Donc en fait, on utilise des méthodes classiques de la démarche scientifique, la relecture critique par les pairs, mais aussi un processus de co-construction, puisque les gouvernements participent à cette relecture avec leurs experts qui connaissent vraiment la réalité de terrain dans les différents pays du monde. Et dernière cerise sur le gâteau, donc on distille. Donc à partir d'un rapport qui fait en fait des milliers de pages, on distille un résumé technique d'une centaine de pages, qui est plus lisible et qui s'adresse plutôt à des gens techno, on va dire. Et un résumé à l'intention des décideurs, mis en forme, il fait à peu près 25 pages. Ce résumé pour les décideurs, donc, il a été approuvé, mot par mot, phrase par phrase, cet été, pendant 2 semaines, dans un format virtuel. D'habitude, c'est dans une grande salle, pendant une semaine, avec les représentants de tous les pays. Du fait de la pandémie, ce n'était pas possible d'avoir une approche équitable, compte tenu des obstacles au déplacement, en fait, des uns et des autres, de l'inégal accès au vaccin. Donc on a fait ça pendant 2 semaines virtuellement. Ce qui était intéressant, c'est que ça a rendu notre rapport plus clair. On a conservé bien sûr tous les éléments scientifiques qui étaient là. On a ajouté quelques précisions, en particulier sur certains types de sécheresse, extrêmement importants pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire dans certaines régions du monde. Et j'insiste sur ce processus de coproduction de connaissances, parce que nous, on ne fait pas une encyclopédie ou un livre de cours, on fait un point sur l'état des connaissances pertinentes pour éclairer des choix, très ancrés dans les connaissances scientifiques. Alors, les points clés sont les suivants. On sait depuis longtemps que le climat change, mais ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment des changements généralisés, rapides et qui s'intensifient. Pourquoi généralisés? Parce que c'est depuis le haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, depuis les régions tropicales jusqu'aux régions polaires, et dans tous les éléments de la machine climatique, l'atmosphère, l'océan, le vivant, en fait, qui bouge, qui réagit à un climat qui change, et puis toute la partie enneigée, englacée, qu'on appelle la cryosphère. Donc, tous ces aspects changent. Il y a certains aspects qui s'intensifient. Par exemple, la montée du niveau des mers, c'est une conséquence directe d'un climat qui se réchauffe, parce que l'océan, quand il se réchauffe, gonfle, et que les glaciers, les calottes de glace, quand elles fondent, ça ajoute en fait au volume de l'océan. Donc il y a une accélération observée du rythme de montée du niveau des mers. Donc ça, c'est ce constat de changement généralisé qui s'intensifie, et qui sont une rupture par rapport aux variations naturelles du climat. Alors quelques exemples. Sur le réchauffement à la surface de la Terre, on en est à 1,1 degré sur les derniers 10 ans par rapport à la fin du 19e siècle. C'est un des indicateurs, c'est pas le seul, de l'état du climat planétaire. Il reflète le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Celui-ci a varié dans le passé du fait de facteurs naturels. Aujourd'hui, c'est l'influence humaine qui en est à l'origine. Donc si on prend le réchauffement à la surface de la Terre, c'est inédit en amplitude et en vitesse sur plus de 2000 ans, pour lesquels on tire des informations des archives historiques et des archives naturelles du climat. On est en train de sortir de la gamme des variations de température de la période chaude interglaciaire qui a permis en fait la sédentarisation et le développement de nos sociétés. C'est une rupture. Sur la composition de l'atmosphère, la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui augmente en fait vite, un tel niveau de CO2 dans l'atmosphère, la dernière fois qu'on l'a connu, c'était il y a plus de 2 millions d'années, dans des périodes géologiques plus chaudes. Ça sort complètement de la gamme des variations du dernier million d'années. C'est vraiment une rupture. Donc ce sont quelques exemples qui soulignent en fait l'ampleur de ce changement qui peut parfois sembler insidieux, graduel. La deuxième chose, c'est qu'en fait l'influence humaine sur le climat elle est clairement établie. C'est un fait scientifique. Donc l'intégralité du réchauffement observé s'explique par les conséquences de l'influence humaine sur le climat, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur et le climat qui y réagit, qui est un petit peu masqué, à environ un tiers, par l'effet refroidissant, l'effet parasol des particules de pollution. Et l'influence humaine sur le climat, par nos rejets de gaz à effet de serre, l'utilisation d'énergies fossiles, des pratiques agricoles, certains processus industriels, cette influence humaine, c'est le principal facteur, par exemple, de la montée du niveau des mers. Il n'y a pas de facteur naturel qui l'explique. C'est le principal facteur du recul généralisé des glaciers, etc. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on arrive aussi à discerner
les conséquences de l'influence humaine sur le climat, pas uniquement sur des tendances graduelles, mais aussi sur des événements extrêmes spécifiques, tout particulièrement l'augmentation des extrêmes chauds, les vagues de chaleur. Par exemple, vous vous souvenez certainement de juin 2019 en France, on a eu plus de 40 degrés dans le centre de la France, 45 degrés dans le sud. Donc ce type d'événement est rendu beaucoup plus probable et plus intense du fait de l'influence humaine sur le climat. C'est une conséquence directe de l'accumulation de chaleur. C'est aussi le cas pour l'intensité des pluies torrentielles. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. C'est 7% de plus par degré de réchauffement. Et donc on observe, dans beaucoup de régions du monde, une intensification des records de pluie, qui est une conséquence directe du réchauffement climatique. Et on peut même le tracer pour un événement ponctuel, spécifique par exemple des pluies intenses en juin 2016 qui ont conduit à des inondations sur la Loire ou la Seine. Il y a eu des études spécifiques de cet événement qui ont conclu qu'il a été rendu plus intense et beaucoup plus probable du fait du changement climatique dû à l'influence humaine sur le climat. Ça c'est une nouveauté par rapport, dans ce rapport par rapport au précédent, c'est le fait de pouvoir attribuer tel ou tel événement, montrer qu'il est beaucoup plus important en amplitude et en gravité que le signalé de l'émission. Ça c'est quelque chose de nouveau. Oui, c'est le développement de méthodes nouvelles où on va prendre cet événement, on va d'abord détecter s'il est inhabituel ou juste rare, ou s'il fait partie d'une tendance avec, dans d'autres régions, ce type d'événement qui devient plus fréquent, plus intense. Donc ça, c'est un travail de détection, en fait. Et puis après, il y aura un travail d'attribution, où on va, par exemple, confronter ce type d'événement dans des simulations climatiques sans influence humaine sur le climat, juste prenant en compte la variabilité naturelle, ou des simulations qui prennent en compte l'influence humaine sur le climat. Donc, en comparant les deux, on va voir comment ça affecte la probabilité qu'un tel événement se produise, ou bien ses caractéristiques. Et puis on va également creuser la compréhension des processus. Alors je les ai décrits un petit peu tout à l'heure sur une atmosphère plus chaude, plus humide. C'est aussi le cas pour certaines sécheresses. Donc, autour de la Méditerranée, dans un climat qui se réchauffe, il y a une baisse de la quantité moyenne de précipitations chaque année. Donc ça conduit à moins d'eau. Et en plus, quand l'atmosphère est plus chaude, ça augmente l'évaporation et la transpiration des plantes. Ça vide les sols plus vite de leur humidité. Et c'est ce qu'on observe autour de la Méditerranée, une accentuation des sécheresses qui sont rendues plus intenses parce que le climat se réchauffe. Et pourquoi c'est important ce travail d'attribution? Parce que ça permet pour un événement dont on sait qu'il a dépassé des seuils de tolérance dans nos sociétés, qu'il a conduit à des impacts, d'arriver à discerner finalement l'exposition qu'on a à ce type d'événement, les vulnérabilités. Et si on regarde cet événement à l'avenir, dans les décennies qui viennent, en fonction du niveau de réchauffement planétaire, ça peut aussi guider des stratégies d'adaptation qui ne soient pas que réactives, où on regarde ce qui a déjà eu lieu, mais qui intègrent comment ce type d'événement va changer dans le futur pour s'y préparer. Et c'est en ce sens que les sciences physiques du climat, l'information qu'on peut fournir à la société, elle est importante pour être intégrée dans la prise de décision. Bon, je vous pose des questions, mais après ce sera à vous. On se garde un quart d'heure à la fin pour que vous puissiez poser vos questions, rassurez-vous. Quelque chose qui m'a étonné dans ce que vous venez de dire, c'est le rôle des émissions et de la pollution. Vous avez dit que ça contribuait pratiquement ça avait un effet refroidissement pour un tiers, quelque chose comme ça. Moi, j'ignorais complètement cet aspect-là, et on se dit, si on fait des efforts pour réduire la pollution, on va aggraver le changement climatique. On est un peu dans un dilemme. Alors, dans ce qui pèse le plus sur le réchauffement observé, en premier lieu, ce sont les émissions de dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, c'est quand on brûle du pétrole, du charbon, du gaz, ou par la déforestation. Voilà. Donc, c'est ce qui pèse le plus en termes d'ampleur de réchauffement observé, et ça interagit complètement avec le cycle du vivant, avec la photosynthèse des plantes. Et puis, donc, les plantes, les sols, absorbent environ un tiers chaque année de nos rejets de CO2 vers l'atmosphère. Le stock, mais elles peuvent le stocker de manière éphémère, s'il y a des incendies, ça repart. Et puis par ailleurs, l'océan absorbe environ un quart chaque année de nos rejets de dioxyde de carbone, ce qui conduit à son acidification. Et c'est en ce sens que dans certains pays, le dioxyde de carbone est aussi classé comme un polluant, puisqu'il a des effets néfastes sur les conditions, les habitats pour les écosystèmes marins. Je rappelle qu'on met dans l'atmosphère à peu près 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Ça a un peu ralenti pendant la pandémie, puis ça repartit à la hausse.
premier facteur. Et c'est pas qu'une histoire de climat, c'est aussi une histoire d'interaction avec la photosynthèse, avec l'acidification de l'océan. Le deuxième facteur, c'est le méthane. Donc le méthane, c'est les fuites de gaz, gaz fossile. C'est aussi l'élevage de ruminants dans le monde qui tire les émissions à la hausse, la fermentation des déchets, etc. Ce n'est pas les mêmes secteurs exactement, même si l'énergie fossile pèse. Et donc, le méthane, il a un effet de serre très important sur une période très courte, une dizaine d'années. Mais plus on met de méthane de l'atmosphère, plus ça agit sur la chimie de l'atmosphère. Et en particulier, ça augmente la formation d'ozone près de la surface. Vous savez, l'ozone qui est un polluant, qui est néfaste pour la santé respiratoire et la croissance des plantes. Et donc là aussi, on voit l'intersection climat-qualité de l'air. Et après, donc, quand on brûle des énergies fossiles, on va mettre aussi dans l'atmosphère des particules de pollution. Ces particules de pollution, elles sont toxiques pour la santé, de plein de manières. Et dans l'atmosphère, elles ont un effet un peu parasol, donc effectivement un petit effet refroidissant. Mais ça marche de manière très différente par rapport aux gaz à effet de serre bien mélangés. Le dioxyde de carbone, ça se mélange dans l'atmosphère. C'est en 10 jours dans l'hémisphère nord, en 6 mois entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc que ça vienne de Paris ou de Santiago du Chili, ça a le même effet sur le climat. D'accord ? Et puis, le dioxyde de carbone, il a un effet cumulatif, c'est-à-dire ce qui va définir le niveau de réchauffement à l'avenir, c'est la somme de nos émissions de gaz à effet de serre passées, présentes et futures. Il y a une relation étroite entre le niveau de réchauffement et ce cumul d'émissions de dioxyde de carbone, ce qui a une implication profonde. Ça veut dire si on veut limiter le réchauffement climatique, à n'importe quel niveau, il faut qu'il y ait une limite sur ce qu'on va déverser dans l'atmosphère. Et on en a beaucoup déversé depuis la révolution industrielle. Donc la marge de manœuvre qui nous reste pour stabiliser le réchauffement à un niveau proche de l'actuel, elle se réduit année après année de 40 milliards de tonnes par an. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut réussir à limiter le réchauffement climatique, il faut que les émissions dues aux activités humaines diminuent pour le CO2 fortement année après année et deviennent zéro net. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qui restent, de secteurs très difficiles à décarboner, pour compenser ça, il faut qu'on soit capable de prendre le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, de l'enlever et de le stocker à très long terme. Ça, c'est un défi, c'est le défi des prochaines décennies, un défi majeur. Mais on peut aussi gagner sur les plans climat et qualité de l'air. Donc, bien sûr, il y a des enjeux de santé publique sur la qualité de l'air. La morbidité, la mortalité, les problèmes de santé chronique dus à la mauvaise qualité de l'air sont majeurs dans le monde. Il y a eu des progrès récents en Amérique du Nord, en Europe, et il y a des progrès attendus, en particulier en Asie, où les gens respirent un air toxique, en fait, près des grands centres industriels. Alors, si on n'a que des politiques publiques qui visent la qualité de l'air, vous avez une centrale à charbon, par exemple, ou des véhicules thermiques, vous avez des pots catalytiques, vous avez des filtres, vous enlevez les particules de pollution, ou une partie d'entre elles, mais vous gardez toujours le CO2 qui sort. Dans ce cas-là, en fait, vous perdez l'effet refroidissant des particules de pollution, le climat se réchauffe encore plus. Vous pouvez avoir des politiques publiques qui essaient de viser climat et qualité de l'air. Donc, dans ce cas-là, vous décarbonez vos systèmes de production, vous sortez le plus vite possible du charbon sans captage et stockage du CO2. Vous agissez dans les transports sur les deux volets, donc ce n'est pas les véhicules thermiques qui seront des solutions, c'est évident, sur les deux volets. Et dans ce cas-là, vous pouvez agir à la fois sur les émissions de polluants et sur les émissions de dioxyde de carbone. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir des stratégies à multiples bénéfices à court terme pour la qualité de l'air et puis à plus long terme pour le climat. Alors, je précise, donc, pour les évolutions futures du climat, nous on balaye en fait toute une large plage de futurs possibles. Donc on examine des scénarios idéalisés, qui couvrent vraiment un large éventail. Des politiques, disons, de soutenabilité très ambitieuses, qui conduisent à une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre, donc chaque année, dans les années à venir, les décennies à venir. Des politiques un peu sur les tendances actuelles de stagnation d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde sur quelques décennies. Ou bien des trajectoires qui conduisent en fait à aller tirer le plus possible d'énergie fossile du sous-sol, donc avec une forte hausse, une hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de polluants associés. Ça dépend des cas. Alors qu'est-ce que ça donne sur l'évolution du climat ? Dans tous les cas, il y aura une poursuite du réchauffement sur les prochains, disons, 20 ans. Dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que même si on baisse les émissions de gaz à effet de serre année après année, le cumul des émissions de CO2 continue à augmenter tant que ce n'est pas à zéro. Donc le climat continue à dériver. Okay ? Mais même s'il y a des changements inéluctables et auxquels il faut se préparer dans les prochains 20-30 ans,
Si on baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre, et d'abord de dioxyde de carbone, de méthane et des autres, on peut réussir à stabiliser le niveau de réchauffement dans la deuxième moitié de ce siècle. Le temps, en fait, entre une action délibérée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde et les bénéfices sur la qualité de l'air, ça peut être quelques années. Quelques années, on peut en voir les bénéfices. Par contre, sur l'évolution du climat, c'est sur une échelle d'à peu près 20 ans. Donc on en verra les effets mesurables. Donc si je comprends bien, vous nous avez expliqué qu'on a pris 1,1 degré de réchauffement depuis la révolution industrielle, que notre rêve de rester à 1,5 degré, puisqu'on y sera... Alors, on va faire vu l'inertie de notre... Alors l'inertie, c'est pas le climat. Oui, mais l'inertie, c'est celle de nous-mêmes, de nos politiques. Oui. L'inertie, c'est celle des infrastructures qui existent. Quand on vend une voiture aujourd'hui, elle va fonctionner, je sais pas, pendant 30 ans. Un système de chauffage, même chose, hein, une grosse centrale, une usine, 20-30 ans. Ce qui est existant est là, même si on le fait évoluer, c'est là. Et donc l'inertie, elle vient de nos sociétés, de nos infrastructures. Donc on s'attend à atteindre un niveau en moyenne sur 20 ans de réchauffement d'environ 1,5 degré dans les prochains 20 ans. Ça veut dire en fait autour de 2030. Ça, c'est inéluctable. Du fait de cette inertie... Dans les émissions à venir, les infrastructures qui existent, même avec une action ambitieuse. Ça veut dire en fait autour de 2030, une année sur deux, en moyenne sur un an seulement, serait au-dessus d'1,5 degré. Ça veut dire ça. Hein. De plus en plus, on va atteindre ce niveau-là et puis le dépasser fréquemment. C'est comme ça qu'on va le vivre. Par contre, si on baisse maintenant chaque année les émissions partout dans le monde de gaz à effet de serre, on peut en fait rester très proche de ce niveau-là. Mais ça demande une action qui n'est pas du tout engagée. Quand on prend par exemple les promesses qui ont été mises sur la table par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, ces dernières semaines, et qu'on les agrège, on irait vers des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui continueraient à augmenter à horizon 2030 et il manque les engagements de la Chine et de l'Inde. D'accord ? Donc, on n'est pas dans les scénarios les plus émetteurs. On n'est pas dans les scénarios de croissance énorme d'utilisation d'énergie fossile. Et ces promesses revues à la hausse, si elles se réalisent, nous placent sur une trajectoire un peu plus basse que celle de 2015. Donc, vous voyez, il y a une évolution qui va entre guillemets dans le bon sens, mais qui n'est pas assez forte, pas assez rapide, par rapport à ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à un niveau très proche d'aujourd'hui. Puisque pour le limiter autour d'1,5 degré, il faudrait que les émissions en particulier de CO2 diminuent en gros de 40% dans le monde autour de 2030. Et pour le limiter autour de 2 degrés, les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, il faudrait que ça diminue d'environ 20-25% d'ici à 2030 et que ça continue par la suite. On est plutôt à plus 15% là, si je C'est ça. Donc en fait, le problème c'est que c'est des promesses qui ne se traduisent pas toujours en actions concrètes implémentées. Et ensuite, c'est réactualisé tous les 5 ans, ce mécanisme-là. Pour l'instant, on a des engagements seulement à autour de 2025-2030, dans le cadre de ce mécanisme. Donc, si nous, on regarde les scénarios un peu idéalisés qu'on a passés en revue, le scénario qui a une stagnation d'émissions de gaz à effet de serre sur quelques décennies, puis après une baisse graduelle, ça conduit à dépasser 2 degrés de réchauffement autour de 2050. Autour de 2100, c'est une plage qui va de 2 à 3 degrés et demi. Ça, c'est notre compréhension de la réponse du climat. Vous voyez, c'est associé à environ 1 degré de barre d'erreur, en fait. Et ça dépasse 3 degrés autour de 2100. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ce que je vous décrivais tout à l'heure, des extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, des pluies intenses plus fréquentes, plus intenses, des sécheresses plus prononcées, la proportion de cyclones tropicaux plus intense, le recul des glaciers, le recul des sols gelés, le recul de la glace de mer, près du pôle Nord, tout ça dépend directement du niveau de réchauffement. Donc quand on parle en fait des engagements autour de 2030, de ce que ça implique, ça veut dire en fait le curseur va continuer à monter au niveau planétaire, ça veut dire les conséquences vont continuer à s'intensifier dans chaque région du monde de manière multiple. Donc des tendances de température, de pluviométrie qui vont être contrastées, des événements extrêmes qui ne seront pas ceux qu'on a déjà connus, soit plus intenses, soit plus fréquents, soit à des moments différents de l'année, soit en fait dans des régions pas atteintes précédemment, ou bien des événements composites. Un exemple d'événement composite, c'est des conditions très chaudes, très sèches, propices aux incendies de forêt. Donc on voit bien que ça touche maintenant des saisons plus larges, des régions qui étaient précédemment épargnées, je pense à l'est de la France par exemple, qui n'était pas forcément le plus aux avant-postes de la gestion des feux de forêt, qui commence à se préparer. C'est le cas partout dans le monde.
point le plus important. Donc ça dépend des choix que l'on fait partout dans le monde. Et la deuxième chose, c'est, même s'il y a des effets inéluctables, donc tout ce qui dépend directement du niveau de réchauffement, et puis les composantes lentes du climat, on a mis en mouvement l'océan profond, on a mis en mouvement les glaciers, les calottes de glace qui vont continuer à s'ajuster. Les glaciers, c'est quelques dizaines d'années, même si le climat se stabilise au niveau du réchauffement. Les calottes de glace, c'est des centaines à des milliers d'années, l'océan profond aussi. Donc ça va entraîner la poursuite de la hausse du niveau des mers. Mais le rythme, la vitesse, l'amplitude de la montée du niveau des mers, ça dépend fondamentalement de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut continuer à un rythme comme aujourd'hui, ou ça peut s'accélérer si on continue à réchauffer le climat. Et l'information qu'on fournit nous, comme physiciens en fait, c'est une information sur finalement quels sont les facteurs qui vont générer des impacts dans chaque région du monde. Les tendances, les extrêmes, les valeurs associées à des seuils de tolérance. J'ai mis l'accent sur les sociétés humaines dans mes exemples, mais il y a bien sûr les écosystèmes qui ont aussi des seuils de tolérance. On voit bien les dépérissements de forêt qui en témoignent. On voit des mouvements dans la vie marine qui en témoignent aussi. Et donc, nous on fournit cette information de la manière la plus précise possible, avec l'incertitude associée. Et l'idée, c'est qu'on n'est pas non plus impuissant par rapport à ce climat qui va continuer à changer. Cette information, c'est important de la prendre en compte pour ne pas regarder que dans le rétroviseur, mais pour l'utiliser de sorte à se préparer à ce climat qui va continuer à changer et en atténuer les effets indésirables, les effets négatifs. Donc c'est en fait vraiment un message d'action que je veux partager, au sens où on interfère avec le fonctionnement du climat à l'échelle planétaire. Donc on a une responsabilité dans ce qu'on fait sur la cause de ce changement, et on a des leviers d'action importants sur les conséquences pour justement limiter les effets négatifs de ce climat qui va continuer à changer au moins quelques décennies si on n'agit pas sur sa cause. Alors ce message d'action, vous venez de nous expliquer qu'il est double. Il est à la fois extrêmement urgent et il est double, à savoir faire chuter très très rapidement nos émissions de CO2 et également de méthane. Donc vous avez expliqué que vous n'étiez pas du tout sur la bonne trajectoire, point sans faux. Et puis il y a cette question qui émerge, que vous venez aussi de développer, c'est celle de l'adaptation, puisque vous avez fait comprendre qu'un seul dixième de degré de réchauffement, c'est énorme en termes d'impact. Et le monde à 1,5 degré qui est inévitable dans 20 ans sera un monde beaucoup plus compliqué que le monde à 1,1 degré d'aujourd'hui, qui est déjà quand même pas mal. Et du coup, j'aimerais bien qu'on explore un peu ces deux grands axes. D'abord celui de la chute, des politiques de chute de nos émissions. C'est quoi les stratégies possibles? On va s'en sortir avec plutôt de la technologie, plutôt de la politique, du social. Enfin, voilà. Quels sont un peu les scénarios qui tiennent la route pour y arriver? Parce qu'il y en a qui sont prêts à faire des efforts individuels, d'autres non, qui disent que c'est plutôt la technologie qui va nous tirer d'affaire. Peut-être déjà sur ces stratégies d'atténuation, puis après on parlera de ce sujet de l'adaptation. Alors sur ce volet, c'est pas dans le rapport sur la physique du climat que vous le trouverez, mais en fait on avait aussi préparé et rendu des rapports spéciaux transverses sur comment on peut contenir le réchauffement à un niveau très bas, comment on peut agir dans le secteur des terres, tout ce qui touche à la production, la consommation alimentaire, la gestion des terres, en 2018-2019, donc je vais m'appuyer là-dessus. Donc pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, en fait on sait très bien ce qu'on peut faire. Donc il y a un volet sur l'ensemble des systèmes de production. Le premier, c'est bien sûr les systèmes énergétiques. Dans le monde, un des facteurs clés d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la production d'électricité quand elle se fait à partir d'énergies fossiles. Donc là, le premier volet, c'est décarboner la production d'électricité le plus rapidement possible dans le monde, et en particulier en sortant le plus vite possible du charbon, qui est la source d'énergie qui est associée à la plus grande quantité de CO2 émis par quantité d'énergie produite, avec des questions de réorientation de financement associées. Alors en France, c'est particulier parce que notre électricité est déjà décarbonée, pour des raisons historiques, nucléaire, hydroélectricité, qui ont été mis en place dans les années 70, suite d'ailleurs au choc pétrolier, et à des volontés d'indépendance énergétique. Donc premier facteur, l'énergie, la production d'électricité. Ensuite, le chauffage à nos latitudes, décarboner les systèmes de chauffage. Ça veut dire en fait
des enjeux d'isolation des logements, hein, d'économie d'énergie, et puis des enjeux en fait de sortir du fioul et du chauffage au gaz en soit utilisant du gaz non fossile de sources renouvelables en partie, soit en utilisant plutôt de l'électricité bas carbone et des systèmes performants, type pompe à chaleur par exemple, ou systèmes de chauffage urbain qui peuvent utiliser de la biomasse en faisant très attention aux émissions de polluants et à l'approvisionnement, qui peuvent aussi être des leviers pour décarboner le chauffage. L'énergie, c'est aussi beaucoup de transport. Donc là, il y a toute la question des transports. En France, c'est le premier facteur d'émissions de gaz à effet de serre, hein, 30%. Ce qu'on voit également dans le monde sur les transports, c'est que c'est un des secteurs qui est aujourd'hui, qui tire les émissions à la hausse. Ça tire à la hausse du fait des besoins de mobilité, du fait d'une augmentation du poids des véhicules vendus. Les SUV qui sont plus lourds entraînent plus d'émissions à leur production et à leur utilisation que des véhicules plus légers. C'est une tendance lourde en fait dans le monde qui est importante. Et puis dans le monde aussi, la demande pour le transport aérien avant la pandémie, qui a aussi tiré dans ce secteur les émissions à la hausse, malgré les progrès sur la performance des moteurs ou le remplissage des avions. C'est plus de demande, plus de vol en fait. Donc la question des transports, elle est beaucoup plus diffuse. C'est pas des grosses centrales à faire des systèmes énergétiques nationaux à faire évoluer. Ça pose la question en fait de l'aménagement du territoire, des formes de mobilité, les transports en commun, les mobilités actives quand c'est possible. Vous voyez que ça touche aussi des leviers d'action qui sont très présents à l'échelle des collectivités et pas uniquement à l'échelle des individus. On n'est pas toujours maître de ce qu'on est possible de faire en termes de choix de logement, de lieu de logement, et puis on n'a pas non plus des infrastructures nécessairement disponibles comme alternative à la voiture individuelle. La troisième chose, donc, c'est énergie. Les villes. Donc les villes, il y a des leviers d'action formidables sur l'efficacité énergétique, on a des réseaux de chaleur par exemple. Il y a des leviers d'action qui sont formidables sur l'économie circulaire à l'échelle des villes, sur les mobilités bien sûr. Donc c'est un secteur d'activité en tant que tel qui en fait est un acteur de plus en plus incontournable de l'action pour le climat. Ville et infrastructure, on va dire, hein, les deux choses en même temps. Après il y a le secteur en fait de la gestion des terres, de la production alimentaire et puis de l'alimentation. Alors pourquoi c'est important? Je le disais tout à l'heure, les écosystèmes en fait ils récupèrent, ils stockent chaque année quasiment 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc bien sûr, préserver les écosystèmes qui stockent du carbone, les restaurer quand ils sont dégradés, ça c'est des choses sans regret, avec parfois beaucoup de bénéfices. Par exemple, vous savez ici, si vous restaurez les zones humides, vous allez avoir un effet tampon en cas d'inondation ou en cas de sécheresse. Vous avez des bénéfices pour la biodiversité, parfois certains qui en dépendent, hein, pour le tourisme ou certaines ressources locales. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes et aux bénéfices climat et biodiversité. Après, vous avez la question de la production alimentaire. Et si on prend l'ensemble du système alimentaire, dans son ensemble, hein, depuis la ferme jusqu'à la poubelle, passant par le transport, la transformation, le chauffage, la cuisson, tout ça, c'est un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça comporte de l'énergie, bien sûr, hein, à toutes les étapes. Donc là, il y a beaucoup de leviers d'action qui existent à toutes les étapes. Donc, la production, réduire les émissions, par exemple, de méthane, d'oxyde nitreux associés à la production alimentaire. Il y a des solutions, les agriculteurs sont en première ligne en fait pour explorer, pour innover dans ce secteur-là. Et ce n'est pas forcément les pratiques qui sont encouragées par les systèmes de subvention. Donc il y a aussi cette question de l'action de l'individu et puis les systèmes de subvention qui vont parfois pousser à plutôt des gains en rendement plutôt que des gains sur les effets secondaires, on va dire. Après, il y a toutes les étapes intermédiaires et il y a les régimes alimentaires qui ont un poids également important. Dans le monde, ce qui est frappant, c'est une augmentation depuis les années 60 de la consommation d'huile végétale et de la consommation de produits issus des animaux, en particulier la viande, qui en fait a une empreinte disproportionnée sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça ne veut pas dire pas manger de viande en fait, hein. Ça veut juste dire qu'il y a une réflexion à mener sur les modes de production, mais aussi sur les types d'alimentation, sachant qu'on a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de faim et de sous-nutrition, et on a 2 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de maladies chroniques dues au surpoids ou à l'obésité. Donc on voit bien qu'on est dans une situation au niveau de l'alimentation qui est à l'interface de politique agricole, de politique de santé et de politique environnementale, mais qui sont souvent abordées en silo. Alors que finalement, certaines options d'action, elles peuvent avoir des bénéfices dans toutes les directions. Et donc nous, on souligne dans nos évaluations, par exemple dans le rapport sur les terres,
là où on peut gagner sur plusieurs tableaux. Par exemple, une alimentation nutritive et saine, c'est celle en fait qui a des protéines diversifiées, on va dire, des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix. Ça ressemble beaucoup à des alimentations traditionnelles dans plein de régions du monde. Et en fait, c'est celle qui permet d'être en meilleure santé et de réduire l'empreinte environnementale. Mais c'est difficile en fait, c'est compliqué de promouvoir un certain type d'alimentation. Ça touche à des aspects culturels, sociaux complexes. Voilà, donc c'est pas qu'une histoire de production, c'est aussi une histoire plus subtile en fait qui se décline à tous les niveaux. Et puis le dernier secteur que je voulais mentionner, c'est bien sûr l'industrie. Donc l'industrie pèse lourd sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des gains attendus en termes d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, et il y a un effort massif de recherche et de développement à faire pour chercher des ruptures. Certaines industries lourdes sont très difficiles à décarboner, donc ça demande un effort vraiment de longue haleine. On peut prendre l'exemple par exemple de la production de ciment. La production de ciment, c'est quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est significatif en fait, parce qu'il y a une réaction chimique quand on fait du ciment. Donc on peut faire des petits gains rapidement sur l'efficacité énergétique, mais chercher des ruptures sur les processus de production de ciment, ça va prendre du temps. Voilà. Mais on peut déjà mettre en place les choses faciles et faire l'effort pour les choses plus difficiles. Et dans les trajectoires, nous, qu'on évalue, qui permettent de contenir le réchauffement à un niveau bas, les trajectoires qui permettent de le faire, c'est là où il y a une maîtrise de la demande. C'est vraiment un point commun. Pourquoi? Parce que si la demande d'énergie continue à augmenter partout dans le monde, si la demande de matériaux non renouvelables continue à augmenter, et si la demande alimentaire continue à tirer la production, en particulier de viande, vers le haut, ça exerce des pressions sur tous les systèmes de production tels qui seront difficiles à décarboner rapidement. Donc, un développement, on va dire, soutenable, c'est-à-dire qui agit dans le sens de la réduction de l'extrême pauvreté, de la réduction de la faim, et qui réduit l'empreinte environnementale de ce qu'on produit, et bien, là où on a le plus de bénéfices, c'est quand on maîtrise en fait la demande alimentaire, la demande en matériaux non renouvelables et la demande énergétique. Donc c'est une forme de sobriété, mais qui est surtout ciblée sur ceux qui ont le niveau de vie dans le monde le plus élevé, bien sûr. Et un point important, qui est souvent mal connu, c'est le fait que si tout le monde, chacun dans le monde, a accès à une énergie propre, en particulier les gens qui aujourd'hui, les milliards de gens qui n'ont aujourd'hui pas accès au minimum pour vivre décemment pour l'énergie, c'est pas ça qui va peser. C'est pas ça qui va peser sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui pèse en fait, c'est une consommation disproportionnée qui a un impact environnemental disproportionné là où les revenus sont les plus élevés. Ce que je comprends, c'est qu'on a les outils techniques, on a tout ce qu'il faut pour agir sur l'industrie, les transports, l'alimentation. Par contre, on a un gros problème politique, c'est qu'il faut agir sur notre demande. Et puis il faut relever le niveau de la lutte contre la pauvreté fait partie d'une stratégie de lutte contre le changement climatique à part entière. Donc, ce qui veut dire de la redistribution et sortir d'un système où les 10% les plus riches sur cette planète font 50% ou 30% selon les chiffres des émissions. Oui, alors en fait, on s'en sort pas uniquement par la solution. Les interactions, elles sont multiples. En fait, la question de la justice, au sens large, elle est intimement liée à la question à la fois du changement climatique non maîtrisé et de l'action vis-à-vis du climat. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr des responsabilités hétérogènes. Si on prend les responsabilités historiques, c'est les pays industrialisés, et puis les pays émergents industrialisés qui pèsent le plus sur le cumul des émissions jusqu'à aujourd'hui. Après, on peut aussi regarder par rapport au niveau de vie par personne. Donc les émissions, par exemple, par habitant en France, si on prend en compte ce qu'on fait en France et ce qu'on importe, moins ce qu'on exporte, on est à peu près à 10 tonnes de CO2, tout gaz à effet de serre confondu, par personne et par an. C'est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, là, en fait, la première dimension, c'est la responsabilité historique. La deuxième dimension, c'est aujourd'hui qui pèse le plus. Donc vous avez bien sûr certains pays qui ont des émissions par habitant énormes. Je pense de citer l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Qatar, les Émirats. Des émissions par individu qui sont extrêmement élevées. Et puis après, on a aussi des pays qui ont un rôle extrêmement important dans la production manufacturée mondiale, comme la Chine, mais dont une partie des
à ce que nous importons. Et donc cet aspect de commerce international, il est important à intégrer pour identifier les responsabilités actuelles. C'est pour ça d'ailleurs que le Haut Conseil Climat avait rendu un rapport sur l'empreinte carbone de la France, en montrant tous les leviers d'action qu'on a par exemple les accords commerciaux, ou bien par les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur des entreprises françaises avec leurs fournisseurs. Et il y a en fait des capacités à agir à chaque fois, puis aussi le besoin de transparence et d'information pour les consommateurs qui n'est pas toujours disponible. Et la question donc, la question de l'action rapide pour le climat, c'est de plus en plus formalisé sous la forme d'une question de transition qui soit juste et perçue comme juste, parce que finalement cette question de transition juste, ça demande de savoir à qui on demande un effort. Est-ce que cet effort est justement réparti dans la société par rapport aux revenus, par rapport aux capacités à agir? Est-ce que c'est perçu comme juste? Donc ça touche à des domaines qui sont largement en dehors de mon propre champ de compétences, mais qui sont vraiment liés à une notion d'effort collectif partagé. C'est un point qui est important. La notion de transition juste, c'est aussi une notion importante parce que certains secteurs d'activité vont être amenés à disparaître et d'autres à se développer. Donc ça pose aussi la question de la reconversion et de l'emploi de manière très profonde. Et puis la question de la transition juste, c'est penser les transformations que je décrivais tout à l'heure en intégrant l'adaptation dans un climat qui change, donc la résilience. On n'est pas tous égaux devant les caractéristiques d'un climat qui change. Il y a des inégalités territoriales. Certaines régions de France concentrent beaucoup plus de facteurs d'impact que d'autres. Il y a des inégalités par rapport au lieu de vie, l'exposition. Et il y a des inégalités par rapport aux vulnérabilités très profondes qui peuvent être là, déjà présentes. Et donc ça pose aussi la question des solidarités pour l'adaptation à un climat qui change. À l'intérieur d'un territoire et entre territoires, ces questions-là sont en fait extrêmement profondes. Alors vous avez parlé de transition juste, on a parlé beaucoup pour la question de la baisse des émissions, de l'atténuation. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'adaptation concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Comment ce sujet qui devient de plus en plus pressant de l'adaptation est approprié par les collectivités territoriales, par les pouvoirs publics? Et comment là-dedans se traite ou non la question de la justice? Alors, donc sur la question de l'adaptation, on a commencé à l'aborder en particulier à travers le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat qui souligne le besoin d'avoir des stratégies d'adaptation à beaucoup plus grande échelle que ce qui ne se fait aujourd'hui, avec la question des processus aussi de délibération. Parce que qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à un climat qui change? Ça veut dire regarder vers le passé, en quoi on est exposé, on est vulnérable, ce qui a provoqué des impacts, qui est connu pour un endroit donné ou pour un secteur donné. Ça veut dire aussi être capable de se projeter dans l'avenir, par exemple se mettre en 2050, pas facile en fait dans la vie quotidienne, se mettre en 2050 avec un climat qui s'est réchauffé par exemple de 1,5 degré ou 2 degrés, par exemple pour prendre les plages. C'est pas facile pour les politiques aussi de se placer. Et donc quelles sont les caractéristiques qui seront là pour chaque territoire? Donc, les tendances, les événements extrêmes, les valeurs au-dessus des seuils de tolérance qu'on connaît. Ça demande de se dire où est-ce qu'on veut être en 2050, qu'est-ce qu'on veut protéger, comment, et comment y parvenir. Donc ça demande d'intégrer la question de l'exposition aux aléas. On a beaucoup construit en zone inondable, par exemple en France. C'est une vraie question compliquée de l'action par rapport à tous les habitats, toutes les infrastructures. Je pense aux établissements scolaires, c'est assez frappant, qui sont construits en zone inondable. Comment on anticipe? Quelle est la stratégie de gestion de risque avec toutes les différentes dimensions? C'est-à-dire, si jamais il y a un aléa qui arrive, comment on se prépare? On simule, on se prépare, on a des plans d'alerte, de mise en sécurité, de reconstruction après l'aléa. D'accord? Ça, c'est vivre avec. Le deuxième volet, c'est, donc au-delà de la gestion immédiate de crise, comment structurellement on peut faire en sorte de limiter l'ampleur du risque, par exemple pour ceux qui sont déjà en zone inondable. Donc ça veut dire par exemple dans les plans de prévention des risques, dans le dimensionnement des ouvrages de gestion de l'eau, ne pas regarder dans le rétroviseur seulement la crue du siècle passé, ou le record de pluie du siècle passé, ou de sécheresse du siècle passé, mais intégrer le fait que ça va changer de manière pas du tout stationnaire. Il y a une augmentation disproportionnée de la fréquence des événements les plus extrêmes, et leur intensité sera plus importante. Ça veut dire le rentrer dans les études d'impact qu'on fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les plans de
prévention des risques. C'est pas fait de manière systématique. Et ça peut permettre de mieux dimensionner les ouvrages de protection, ou bien parfois de choisir de restaurer certains milieux naturels parce qu'on verra que les bénéfices à long terme seront bien plus importants que des ouvrages en dur, ou bien par exemple ça peut choisir de planifier un repli stratégique. C'est difficile, c'est particulièrement important pour le littoral, mais dans certains cas, la meilleure solution à long terme, c'est de se replier, et ça pose des questions de vie démocratique majeures. C'est déjà le cas dans certaines régions du monde. Alors, je prends d'autres exemples. Le déménagement de la capitale de l'Indonésie, parce qu'en fait, elle s'enfonce. Et comme le niveau des mers monte, alors là, ils sont déjà en première ligne, donc avec des inondations récurrentes de plus en plus chroniques, ils n'ont pas le choix. Comment on fait ça de manière juste? Qu'est-ce qu'on protège? Les infrastructures stratégiques, les biens des personnes les plus influentes, les populations les plus fragiles. Ça pose beaucoup de questions très complexes. En Inde, par exemple, sur le littoral, le prix du foncier évolue. Donc il augmente à l'intérieur des terres. Donc les personnes aisées peuvent se permettre d'acheter un bien à l'intérieur des terres et ne restent sur le littoral, qui est maintenant déjà de plus en plus érodé et inondé, que les populations avec le niveau de vie le plus bas. Donc qui sont aussi les plus vulnérables et qui deviennent les plus exposés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je prends ces exemples d'autres régions du monde, mais on peut aussi réfléchir à cela sur le territoire en France, dans les Outre-mer, parce que ce sont des questions qui sont des questions profondes de vie démocratique, de rapport de force. Et l'inaction aujourd'hui, elle va conduire à exacerber